Pour notre anniversaire, ma femme a dit « Je suis enceinte » et a bondi pour m'enlacer. J'ai répondu « Félicitations, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Enlace ton amant. » La pièce s'est figée et sa mère a dit. La lumière de l'après-midi passe à travers les persiennes en bande parallèle, et les draps sont anormaux. Je me tiens dans l'embrasure de la porte et je ne bouge pas. L'odeur me frappe en premier. Du gardénia. Le gardénia de Céleste. Mais coupé avec quelque chose en dessous, quelque chose de masculin et d'étranger qui n'a pas sa place dans cette chambre, dans cette maison, ni dans ce mariage. Les bandes de lumière tombent sur les draps blancs, et les draps blancs ne sont pas lisses comme je les avais laissés ce matin, et il y a 2 creux dans les oreillers, là où il ne devrait toujours y en avoir qu'un seul l'après-midi. Je compte jusqu'à 10, puis jusqu'à 60. Mes mains sont le long de mon corps et ma mâchoire est serrée, et je regarde la pièce de la façon dont on regarde un problème structurel, pas avec émotion, mais avec évaluation. L'odeur de gardénia est spécifique. Je connais cette anomalie spécifique. Je la sens depuis 6 semaines sans pouvoir la nommer. Et maintenant, je peux la nommer. Et le fait de la nommer provoque quelque chose dans ma poitrine qui n'est pas du chagrin. C'est plus proche de la reconnaissance. Ce que l'on ressent quand un calcul comporté en soi finit par se résoudre. Je recule hors de l'embrasure. La charnière ne clique pas. Je ferme la porte si doucement que le loquet murmure à peine dans la gâche. Je reste dans le couloir pendant encore 3 secondes. Et puis je descends les escaliers et je sors vers le pick-up. Voici la chose à propos du trajet jusqu'à la salle de sport, je ne me souviens pas de la majeure partie. Je me souviens de l'odeur d'argile rouge entrant par la fenêtre sur la Highway 9. Et je me souviens de mes mains sur le volant. Et je me souviens du moment exact où les tremblements ont commencé, à peu près à 2 miles de là. Et le moment exact où ils se sont arrêtés, 4 minutes après m'être garé sur le parking de l'Iron Gospel Fitness et avoir coupé le moteur. 4 minutes de tremblement. Puis rien. Pas un rien synonyme de vide. Un rien comme un interrupteur qu'on abaisse. Je suis resté assis sur ce parking et je ne pensais ni au visage de Céleste, ni à la voix de Céleste, ni à ce que j'allais dire ou à ce qu'elle dirait. Je pensais à ce que je savais et à ce que je pouvais prouver. Et ce sont 2 pays différents avec une frontière très spécifique entre eux. Et je vivais dans le premier pays depuis 6 semaines sans comprendre pleinement que je construisais déjà une route vers le second. Je contourne la salle de sport par l'arrière. Le bureau du fond est à moi, il l'a toujours été, même avant que je rachète la part de mon associé il y a 3 ans. Il y a un tiroir verrouillé dans le bureau, en bas à gauche. Et j'ai la seule clé sur un anneau avec la vieille clé de la Ford de mon grand-père qui n'ouvre plus rien, mais que je porte sur moi depuis que j'ai 19 ans. Le dossier en papier manille à l'intérieur du tiroir fait près de 2 cm d'épaisseur. Je le sors et le pose sur le bureau sous la lampe, et je regarde ce que j'ai construit sans savoir pleinement que je le construisais. Des résultats de dépistage de MST, vieux de 6 semaines, effectués à la clinique de santé du comté sous un nom qui est techniquement le mien, mais que Céleste ne m'a jamais entendu utiliser, Brennan Dahl Garrison. Le Dahl vient du côté de ma mère, c'est le nom figurant sur les documents du fonds de placement. Des relevés kilométriques de la voiture de Céleste, photographiés avec mon téléphone à 4 reprises distinctes lorsque les chiffres ne correspondaient pas à ces histoires de journée au spa. Des relevés de cartes de crédit montrant 2 débits au même hôtel à Mâcon les jours où elle m'avait dit être à un séminaire de formation continue pour sa licence immobilière. Le papier plastifié du laboratoire est froid et lisse sous mes doigts. Comme le sont toujours les documents médicaux. Définitifs d'une manière que le papier ordinaire ne l'est pas. Je m'étais fait tester la première fois que le kilométrage ne collait pas. Pas parce que j'en étais certain, mais parce que je suis un homme qui aime connaître les chiffres réels avant de commencer à faire des plans en conséquence. Le dossier dans le tiroir s'enrichit d'une nouvelle page ce soir. J'écris la date et j'écris « Chambre », approximativement 15h45. Gardénia plus odeur masculine secondaire. 2 creux sur les oreillers, drap dérangé. Je l'écris comme mon grand-père aurait rédigé une écriture comptable, propre, factuelle, sans commentaire. Ensuite, je conduis jusqu'à la maison de Nadine pour le dîner de famille auquel j'avais déjà accepté d'assister, car annuler annoncerait quelque chose que je ne suis pas prêt à annoncer. Céleste est déjà là quand j'arrive, debout dans la cuisine de Nadine dans une robe jaune, riant de quelque chose que son cousin a dit. Elle me regarde quand je franchis la porte et son sourire fait quelque chose de complexe que j'interprétais autrefois comme de l'amour, et que j'interprète maintenant comme une performance. Elle est douée pour ça. Je lui accorde ça.
Nadine m'observe de l'autre bout de la pièce avec des yeux attentifs. Pas les yeux d'une femme qui ne sait pas. Les yeux d'une femme qui vérifie pour voir ce que je sais. Je garde ça en tête. Le dîner est composé du rôti de Nadine et de la salade de pommes de terre de son cousin, accompagné de ce genre de bruit familial particulier qui remplit une pièce si complètement qu'on pourrait y cacher n'importe quoi. Je mange. Je réponds aux questions sur la salle de sport. Je passe le pain. Ma mâchoire est serrée, mais personne ne regarde ma mâchoire. Puis Céleste se lève. Elle tient son verre de vin d'une main et elle sourit. Le sourire qu'elle utilise pour conclure des ventes immobilières. Celui qui atteint juste assez ses yeux, et elle dit « J'ai une nouvelle ». La pièce se calme. Les mains de Nadine s'immobilisent sur sa serviette. Je suis enceinte. La pièce explose de joie. Céleste contourne déjà la table vers moi, les bras ouverts. Son parfum arrive avant elle. Gardenia. Le même gardenia que dans la chambre. Et, en dessous, la même fausse note que j'ai maintenant nommée, cataloguée et que je ne peux plus ignorer. Elle passe ses bras autour de mon cou et je sens la pièce nous regarder. Et je sens son corps contre le mien. Et je ressens la distance exacte entre ce que ce moment est censé être et ce qu'il est réellement, et quelque chose en moi devient très, très silencieux. Pour notre anniversaire, ma femme a dit « Je suis enceinte » et a bondi pour m'enlacer, dis-je assez fort pour que la table entende. J'ai répondu « Félicitations, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» Enlace ton amant. La pièce se fige. Une fourchette heurte une assiette. La chaise de quelqu'un grince. Céleste se recule de moi et son visage fait quelque chose que je ne lui ai jamais vu faire auparavant, enchaînant les expressions trop vite pour s'arrêter sur l'une d'elles. La bouche de Nadine s'ouvre, puis se ferme, puis s'ouvre à nouveau, et elle dit « Brennan, je ne sais pas ce que tu penses. » La pièce s'est figée, dis-je, surtout pour moi-même, en regardant la table, le rôti, le pain que j'ai passé il y a 3 minutes. Et sa mère a dit. Je lève les yeux vers Nadine. Nadine ne dit rien. Ses mains sont à plat sur la table, et son visage a pris la couleur de la vieille cire. Et elle me regarde avec les yeux d'une femme qui vient de comprendre que l'homme de l'autre côté de la table n'est pas celui qu'elle croyait. Bien. Qu'elle commence à comprendre maintenant. Elle va avoir besoin d'une longueur d'avance. Céleste m'attrape le bras. Sa prise est forte, ses ongles s'enfoncent à travers ma manche, et je regarde sa main comme on regarderait quelque chose tomber là depuis l'extérieur. Une feuille, un morceau d'écorce, quelque chose qui a atterri et qui n'a pas sa place. Brennan. Sa voix est basse, pressante, et dirigée vers moi comme quelque chose qu'elle a l'intention d'utiliser. Tu dois arrêter tout de suite. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais quelle odeur a le gardenia, dis-je. Et je sais ce qui n'en est pas. Je prends mes clés sur la table, là où je les avais posées en arrivant. Je ne dis au revoir à personne. Je sors par la porte d'entrée de Nadine, je descends les marches du Porsche, je monte dans le pick-up et je recule hors de l'allée. Céleste sort par la porte d'entrée en parlant encore, sa robe jaune éclatante sous la lumière du Porsche, sa voix portant à travers la cour. Quelque chose sur le fait que je suis fou et quelque chose sur « je ne sais pas ce que tu penses avoir vu ». Je baisse la vitre. Je n'ai rien pensé, Céleste. Je sais quelle odeur a le gardenia et je sais ce qui n'en est pas. J'enclenche la marche avant. Elle se tient toujours dans l'allée, parlant toujours, rapetissant dans le rétroviseur, et je pense déjà à la page suivante du dossier. Nadine appelle à 22h47 ce soir-là. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie. Je l'écoute une fois, assis au bureau dans l'arrière-salle de la salle de sport, le dossier ouvert devant moi. Brennan, c'est Nadine. Céleste est dévastée. Je ne sais pas ce qui t'a pris ce soir, mais je pense que tu dois des excuses à ta femme. Et je pense que tu dois te demander si tu n'as pas toujours eu un problème de confiance, parce que cette famille n'a rien fait d'autre que de t'accueillir. Et j'écris l'horodatage dans le carnet que je viens de commencer à tenir. 22h47, message vocal de Nadine Beaumont. Céleste est dévastée. Problème de confiance. Je ne rappelle pas. Le lendemain matin, je conduis jusqu'à l'hôpital du comté. J'ai une cliente nommée Renata qui gère la facturation. Je l'entraîne gratuitement depuis 2 ans. C'était son choix, elle a insisté pour cet arrangement après que je l'ai aidé à se remettre d'une blessure à la coiffe des rotateurs que son assurance ne couvrait pas correctement. Elle me doit une faveur et elle le sait,
et c'est une femme bien qui n'aime pas avoir des dettes. Je l'appelle depuis le parking. J'ai besoin de voir les dossiers obstétriques d'une patiente, lui dis-je. J'ai besoin de connaître le groupe sanguin dans le dossier. Silence. Brennan, je sais ce que je demande. Un autre silence, puis, gare-toi au quai de déchargement. Donne-moi 20 minutes. 20 minutes plus tard, elle sort avec une feuille imprimée, pliée en deux. Elle me la tend par la fenêtre sans me regarder. Nous sommes quittes, dit-elle. Nous sommes quittes, répondis-je. Je conduis jusqu'au bout du parking et je déplie la feuille. Le papier plastifié est froid et lisse dans mes mains, de la même qualité que les résultats d'analyse dans le dossier, ce poids spécifique aux documents médicaux. Je lis le groupe sanguin. Je lis l'estimation gestationnelle. Je fais le calcul dans ma tête, ce qui me prend environ 8 secondes. Et le compte n'y est pas. Le compte n'en est même pas proche. L'enfant n'est pas de moi. La chronologie rend la chose impossible. J'ajoute la feuille au dossier. Le dossier a une nouvelle page. Confirmation du groupe sanguin, estimation gestationnelle, chronologie, mathématiquement impossible. Je quitte le parking de l'hôpital avec le dossier sur le siège passager, et je me dis que j'ai construit ce dossier depuis 6 semaines sans savoir que je le construisais. C'est le problème avec les comptes. On ne sait pas toujours qu'on a commencé jusqu'à ce que le chiffre devienne trop gros pour être ignoré. J'ai les dossiers médicaux. J'ai les résultats de dépistage. J'ai les relevés kilométriques, les frais d'hôtel, le groupe sanguin et la chronologie. Ce que je n'ai pas encore, c'est un partenaire. Je suis sur le point d'en avoir un. Elle se tient devant la porte de la salle de sport à 6 heures du matin quand j'arrive. Et la première chose que je remarque, c'est le dossier sous son bras. Pas un sac à main, ni un sac à bas. Un dossier de la même couleur manille que le mien, serré contre son corps avec ce genre de prise qui signifie qu'elle le tient depuis un moment. Fernolis a 38 ans et elle a la posture de quelqu'un qui a appris à porter un poids en le redistribuant, non pas en le posant, mais en trouvant la position où il fait le moins mal. Elle porte un jean et une chemise en flanelle, ses cheveux sont tirés en arrière et elle ne s'excuse pas pour leur matinale. Elle dit, « Je pense que nos conjoints sont un seul et même problème. » Je la regarde pendant 3 secondes. Puis, j'ouvre la porte. Nous nous asseyons face à face à la table pliante dans le bureau du fond, et nous échangeons nos dossiers comme on échange des mains dans un jeu de cartes, lorsque les deux joueurs savent déjà qu'ils détiennent la même couleur. Le dossier de Fern contient des photos de surveillance. Le pick-up de Donovan devant les maisons en vente de Céleste. 2 fois par semaine pendant 3 mois. Le même pick-up, les mêmes propriétés, le même schéma. Ce n'est pas une coïncidence. Elle a une chronologie des retraits d'espèces de leurs conjoints qui correspondent presque exactement aux dates des journées au spa de Céleste. Elle ne pleure pas une seule fois pendant qu'elle s'explique. Je remarque cela comme on remarque l'intégrité structurelle d'un bâtiment. On la cherche, on la teste, et quand elle tient, on l'intègre dans ses plans. Depuis combien de temps, je demande. J'ai les photos depuis 3 mois, dit-elle. Je ne savais pas quoi en faire. Maintenant, vous le savez. Elle regarde mon dossier. Qu'y a-t-il dans le vôtre? Je lui montre les résultats d'analyse, le groupe sanguin, les frais d'hôtel, les relevés kilométriques, la chronologie qui ne colle pas. Elle le parcourt méthodiquement, page par page. Et quand elle a terminé, elle le fait glisser de nouveau sur la table et dit. Elle vous a épousé pour la sécurité et a raté l'ensemble du tableau. Elle a raté l'homme dans son entièreté. Je dis, ce n'est pas de l'apitoiement sur soi-même. C'est un audit. Voici ce que Fern ne sait pas encore. Ce que presque personne ne sait. Le fonds de placement. Mon grand-père l'a bâti sur 40 ans. 3 propriétés commerciales dans le comté de Calhoun, une quincaillerie, un entrepôt et une bande de terre à l'est de la ville qui s'est avéré valoir considérablement plus que ce qu'il l'avait payé lorsque le comté a étendu la zone commerciale en 2019. Le fonds est évalué à 2,3 millions de dollars d'actifs. Il est détenu au nom de Brennan Dahl Garrison. Il n'a jamais été mentionné dans aucune de mes conversations avec Céleste parce que je n'ai jamais eu besoin qu'elle soit au courant. Elle pensait être mariée à un entraîneur personnel propriétaire d'une salle de sport. Elle était mariée à un homme qui possédait une salle de sport, 3 propriétés commerciales et un fonds que son grand-père avait bâti discrètement sans l'annoncer. De la façon dont toutes les choses sérieuses se construisent.
J'explique cela à Fern. Elle l'assimile sans expression. De la même façon qu'elle a assimilé le dossier. Elle n'en avait aucune idée, dit Fern. Aucune. Donc, quand elle préparait sa sortie, elle la préparait sur des informations incomplètes. Je réponds, ouais. Fern sourit presque. Ça n'atteint pas ses yeux, mais c'est là dans le pli de sa bouche, une reconnaissance. Puis qu'un arrive à 10 heures. C'est son jour de congé, ce qu'il annonce comme si ça expliquait le bourbon qu'il transporte dans un thermos à 10 heures du matin. Qu'un Abernathy a 44 ans, taillé comme un homme qui a passé 20 ans dans des salles de sport et 20 ans dans les sous-sols d'église, et qui n'a jamais complètement concilié ces deux aspects de lui-même. Il entraîne la moitié des diacres du comté et les 3 adjoints du shérif. Et il n'a jamais aimé Céleste, pas une seule fois, pas en 4 ans. Et il n'a jamais prétendu le contraire, ce qui est l'une des choses que j'ai toujours respectées chez lui. Il se laisse tomber sur la chaise en face de Fern et moi, et il dit. Il faut que tu saches ce qu'elle fait à la première église baptiste. J'attends. Elle travaille le cercle de Nadine depuis 5 mois, racontant aux gens que tu es émotionnellement indisponible. Que le mariage est mort depuis des années. Qu'elle essaie de le faire fonctionner et que tu as décroché. Il prend une gorgée du thermos, empoisonnant le puits à l'avance. Brennan, cette femme planifie sa sortie depuis plus longtemps que tu ne planifies la tienne. La mâchoire de Fern se crispe. Je regarde cela se produire. Elle a commencé il y a environ 5 mois, dit Quint. Ce qui signifie qu'elle a commencé le travail de terrain social avant de commencer le travail financier, ce qui signifie que c'était un vrai plan, pas une erreur. Elle couvre un plan qu'elle était en train d'exécuter. Je l'écris dans le carnet. 5 mois. Travail de terrain social en premier, financier en second, stratégie de sortie coordonnée. À qui a-t-elle parlé à l'église, je demande. À 3 des épouses de diacre. À l'assistante du pasteur Aldridge. Il fait une pause. Et Nadine lui a fourni des informations sur ton emploi du temps. Quel week-end tu serais ici toute la journée, quand tu serais absent? Je regarde le carnet. Je regarde l'horodatage du message vocal de Nadine. Problème de confiance. Nadine ne faisait pas que couvrir sa fille, dis-je. Non, dit Quint. Elle préparait l'alibi à l'avance. Ce soir-là, je conduis jusqu'au bar de Darla, du côté sud de la ville, où le sol est recouvert de sueur et où le bourbon est honnête. Et Darla Fitch tient ce bar depuis 26 ans et a entendu toutes les confessions que ce comté a à offrir. Elle pose un bourbon devant moi avant même que j'aie dit un mot, c'est comme ça que Darla fonctionne. Et elle s'appuie sur le comptoir et me regarde avec les yeux d'une femme qui a déjà vu ce visage exact sur ce tabouret exact. Tu n'es pas le premier homme à t'asseoir sur ce tabouret avec cette tête-là, mon ami, dit-elle. Qu'est-il arrivé aux autres? Ça dépend s'ils sont devenus intelligents ou s'ils sont devenus bruyants. Elle se resserre du café. Les bruyants paient encore une pension alimentaire. Elle me dit qu'elle a surpris une conversation entre Céleste et Donovan dans la banquette du fond il y a 2 mois. Céleste parlait. Donovan hochait la tête. Elle l'avait remarqué parce que Céleste utilisait sa voix de l'immobilier, la voix de la conclusion de vente, celle qui est chaleureuse et sûre d'elle, et qui ne laisse pas à l'autre l'occasion de penser qu'il a des options. Darla l'avait remarqué, l'avait gardé en mémoire, et ne savait pas à qui le dire jusqu'à maintenant. Maintenant tu le sais, dis-je. Maintenant je le sais, dit-elle. Elle remplit mon verre et s'appuie de nouveau sur le comptoir. Tu sais, j'avais une habituée ici, une femme nommée Greta. Elle venait tous les jeudis après son service à l'école. Elle a traversé un divorce qui l'a presque achevé. Il lui a fallu 2 ans pour s'en remettre. Darla fait une pause. Elle a trouvé cette application, singleton.com. Un test de valeur, pas des photos. Elle a dit que tu réponds à des questions sur ce en quoi tu crois, ce que tu as traversé. Ce que tu cherches vraiment. Elle disait que c'était la première chose honnête qu'elle faisait depuis son mariage. Il lui a fallu 6 mois pour l'essayer. Maintenant, elle est heureuse. J'écoute à moitié. Je ne suis pas prêt pour cette conversation, mais le nom se loge quelque part dans un coin de mon esprit et y reste. Dis-moi plus sur la banquette du fond, dis-je. Le lendemain matin, Fern revient à la salle de sport et elle veut passer à l'action. 3 semaines de surveillance, 3 mois de photos, et elle en a fini d'attendre. Je le vois à la façon dont elle tient sa tasse de café, à 2 mains,
les articulations blanches, tout en contrôle. On les confronte maintenant, dit-elle. Ils prennent des avocats. Ils coordonnent leur version. On perd l'avantage. Nous avons passé 6 semaines à tout préparer. Combien de temps? Encore 2 semaines. L'air dans le bureau du fond devient pesant d'une manière bien spécifique. Pas explosif, juste tendu. Comme l'air devient quand 2 personnes font preuve de retenue et sont toutes deux conscientes de ce que ça coûte. Encore 2 semaines, répète Fern. Pas une question, pas un accord, juste les mots posés entre nous. 2 semaines, dis-je. Et ensuite on attaque sur tous les fronts en même temps. Elle devient silencieuse. Elle pose sa tasse de café. Elle hoche la tête une fois, et cela lui coûte quelque chose de visible dans la crispation de sa mâchoire, et elle ne dit rien d'autre à ce sujet. Plus tard, quand la salle est vide et que les lumières sont éteintes à l'exception de la lampe du bureau, Fern me parle de son fils. Parti à 8 mois, avant même d'avoir eu un nom définitif. Elle raconte cela comme elle raconte tout, de manière factuelle, sans rien en attendre en retour. Elle dit que le chagrin l'a creusé d'une manière bien précise, et que Donovan a comblé ce vide, puis est devenu le vide, et qu'elle a passé 3 ans à essayer de comprendre la géométrie de la chose. Je lui parle de mon grand-père, de la façon dont il construisait les choses sans les annoncer. La façon dont il gardait les documents du fonds de placement dans un coffre inifugé dans son atelier, et ne les mentionnait jamais au dîner parce que le dîner était fait pour autre chose. La façon dont il croyait que ce qu'on construisait en silence était plus solide que ce qu'on construisait pour un public. Nous sommes assis dans l'arrière-salle d'une salle de sport à 9 h du soir, nous partageons le même genre de silence et nous le savons tous les deux. Bon, le manifeste du dépôt. J'ai besoin de l'emploi du temps des livraisons de Donovan, de l'itinéraire précis, des heures précises, de l'aire de repos de la Highway 9 où son pick-up se gare pour sa pause de l'après-midi. Ma cliente qui gère le dépôt est une femme nommée Stacy. Elle est d'accord, mais les emplois du temps se trouvent sur un système interne verrouillé, les accès de Stacy sont enregistrés, et le superviseur de l'équipe de l'après-midi pose des questions sur tout. Stacy copie l'emploi du temps sur une clé USB. Elle sort en passant devant le superviseur, qui l'arrête à la porte et lui demande ce qu'elle transporte. Des photos personnelles, dit-elle. Du pique-nique de l'entreprise. Le superviseur regarde la clé, regarde Stacy, et la laisse passer. Je suis garé à 2 pâtés de maison avec le moteur en marche. Stacy monte côté passager, respirant fort, les mains tremblant légèrement, la clé USB dans son poing. C'est la dernière faveur, dit-elle. C'est de bonne guerre, dis-je. Je rentre chez moi avec le planning sur le siège, à côté du dossier médical, et je pense à ce que Fern a dit sur le fait que Donovan avait comblé le vide puis était devenu le vide. Je pense à Céleste annonçant cette grossesse avec les bras déjà ouverts, s'avançant déjà vers moi, jouant déjà la scène qu'elle avait répétée. Je me demande depuis combien de temps elle la répétait. Puis j'arrête de me le demander et je commence à lire le planning, parce que se poser des questions, c'est ce que font les pigeons, et j'ai fini d'être un pigeon. L'avocat s'appelle Weston Pruitt. Il a un bureau au 3e étage du bâtiment professionnel du comté de Calhoun, et la réputation d'être le genre d'avocat qui lit tout 2 fois avant de dire quoi que ce soit une seule fois. Je l'ai choisi parce que l'adjoint de Quin m'avait dit qu'il était le seul avocat du comté que les autres avocats n'aimaient pas voir de l'autre côté de la table. Je m'assois en face de Weston Pruitt, je pose le dossier sur son bureau et je dis. Je veux demander une annulation de mariage. Il lève les yeux. Pas un divorce. Pas un divorce, une annulation, pour vice de consentement. Il se penche en arrière. Expliquez-moi. Je lui explique. Le groupe sanguin, la chronologie gestationnelle, les reçus d'hôtel, les relevés kilométriques, les retraits d'espèces, le travail de terrain social à la première église baptiste, le message vocal de Nadine. Il lit pendant un long moment. Quand il a fini, il pose le dossier et me regarde avec les yeux d'un homme qui est en train de recalibrer. La demande d'annulation invoque la fausse déclaration de fidélité comme condition du contrat de mariage, dit-il. Et la grossesse annoncée comme étant la vôtre ne l'est manifestement pas. Correct. Et simultanément, dit-il, nous déposons une plainte pour détournement d'affection contre Donovan Hollis. 800 000 $. Il sourit presque. C'est un chiffre bien précis. Il est précis pour une raison. C'est un livreur. Il n'a aucun moyen de payer et il le sait. Le but de ce chiffre n'est pas de recouvrer l'argent. Le but, c'est son poids.
Pruitt regarde à nouveau le dossier. Cet état, ce comté, la Bible Belt, le tribunal. Le juge Ferry est diacre à la première église baptiste. Il fait une pause. Vous le savez. Je le sais. Les deux plaintes tombent simultanément, dit-il. Annulation et détournement. Chaque document que vous avez sera joint au dossier. Chaque document. Il ferme le dossier. Donnez-moi 48 heures. Voici la chose à propos de Cain. Il débusque les choses de la même façon qu'un bon chien de chasse lève les oiseaux. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que c'est ce qu'il fait, et qu'il sait quand c'est important. Il se pointe à la salle 2 jours après mon rendez-vous avec Pruitt, avec son thermos et une expression sur le visage qui signifie qu'il apporte quelque chose. Il pose un fil de messages imprimés sur la table pliante. 47 textos, sur 4 mois. De Nadine à Céleste, de Céleste à Nadine, un appel et une réponse qui cartographient avec des détails précis et accablants chaque week-end où Brennan serait à la salle de sport toute la journée, chaque matin. Céleste avait une fenêtre de tir dégagée. Chaque conversation que Nadine avait initiée avec l'assistante du pasteur Aldridge au sujet de l'indisponibilité émotionnelle de Brennan. Elle ne faisait pas que couvrir sa fille, dit Cain. Elle préparait l'alibi à l'avance. Ce n'est pas une mère protégeant son enfant. Non, dis-je, c'est une co-conspiratrice. Je lis les textos 2 fois. Le 3e texto en partant du haut, c'est Nadine demandant à Céleste s'il se doute de quelque chose. Et Céleste répondant, il est trop dans sa tête pour le remarquer. Le 14e texto, c'est Nadine disant qu'elle a géré la situation avec Aldridge, et Céleste répondant avec un simple emoji pouce en l'air. Je mets le fil de message dans le dossier. Puis je le ressors, j'en fais une copie, je mets la copie dans le dossier et je mets l'original dans une enveloppe séparée. Dimanche matin, première église baptiste du comté de Calhoun. Je m'assois 3 rangées derrière Nadine. Elle ne me remarque pas avant le 3e cantique, et quand elle me voit, sa colonne vertébrale se raidit, ce qu'elle masque en attrapant son recueil de cantiques. Je l'observe pendant tout le reste de l'office. Elle vérifie son téléphone 2 fois sous le banc, ce qui est une habitude qu'elle a, et dont elle n'a probablement pas conscience. Après le sermon, sur le parking, le pasteur Aldridge travaille la foule comme le font les pasteurs, poignée de main, tape sur l'épaule, et cette chaleur particulière propre à un homme qui a pratiqué la vie en communauté pendant 40 ans. Il a 67 ans et il a déjà vu le péché vêtu de ses habits du dimanche. Je sais ça de lui parce que Cain l'a entraîné 3 fois par semaine pendant 6 ans, et Cain sait des choses sur les gens. J'attends qu'Aldridge soit entre 2 conversations. Ensuite, je m'approche de lui et je lui tends l'enveloppe sans un mot. Il regarde l'enveloppe, puis me regarde. Pasteur, je crois qu'on vous a donné des informations à mon sujet provenant d'une source spécifique. J'ai pensé que vous devriez voir d'où elles venaient réellement. Il ouvre l'enveloppe. Il lit les 3 premiers textos. Il ne lève pas les yeux pendant un long moment. Nadine voit la scène se dérouler depuis les marches de l'église. La couleur quitte son visage d'une manière bien spécifique. Pas une rougeur, ni une pâleur soudaine, mais un remplacement, comme si on avait enlevé quelque chose et mis de la vieille cire à la place. Céleste traverse le parking telle une tempête. Elle m'intercepte avant que je ne sois de retour au pick-up, et il y a des témoins partout. 3 diacres en pleine poignée de main, un groupe de femmes de la chorale, 2 familles en train de monter dans des monospaces. Céleste ne remarque aucun d'entre eux. Tu n'avais pas le droit d'aller le voir, dit-elle. Sa voix est déjà sur un ton inadapté pour un parking. C'est mon église. C'est ma communauté. Tu n'as pas à. 41 reçus d'hôtel, dis-je. 14 mois. Elle s'arrête. Tu veux parler de droit. Sa voix se brise en quelque chose de laid. Un registre que je ne lui avais jamais entendu auparavant. L'épouse d'un diacre recule d'un pas, et Céleste m'attrape le bras, ses ongles s'enfonçant à nouveau à travers ma manche, la même prise que dans l'allée de Nadine. Et je regarde sa main de la même façon que je l'avais regardée à ce moment-là. Quelque chose tombait là depuis l'extérieur, quelque chose qui n'a pas sa place. Elle lâche prise. Les 3 diacres ne se serrent plus la main. Les femmes de la chorale sont très calmes. Quelqu'un va se souvenir de ça pendant très longtemps. Je marche vers mon pick-up. Derrière moi, j'entends Nadine dire quelque chose à Céleste d'une voix basse et pressante. Je ne me retourne pas. Cette nuit-là, je m'assois seul dans le bureau de la salle.
Les documents plastifiés du labo sur le bureau devant moi, la lumière des persiennes de l'après-midi me semble très lointaine maintenant, un autre pays. Et je repense aux bandes parallèles sur les draps blancs et à l'odeur de gardénia. Et à la façon dont j'ai compté jusqu'à 60 dans l'embrasure de la porte. Darla avait mentionné Singleton Point comme 2 semaines plus tôt. Le test de valeur, pas les photos. Les questions sur ce en quoi tu crois, ce que tu as traversé. Il y pense maintenant. L'idée que l'on puisse savoir ce en quoi quelqu'un croit avant de savoir à quoi il ressemble. C'est l'exact opposé de ce qu'il a vécu avec Céleste. 4 ans. Et il ne lui avait jamais demandé, pas une seule fois, ce en quoi elle croyait vraiment. On ne le lui avait jamais demandé non plus. Ils avaient tourné autour des vrais sujets pendant 4 ans et avaient appelé ça un mariage. Il n'ouvre pas l'application. Il s'assoit simplement en réfléchissant au concept. Céleste quitte le bureau de son avocat le mardi après-midi quand elle brûle un feu rouge. La fourgonnette de livraison qu'elle accroche, c'est mineur. Un choc, une éraflure, pas de blessés. Mais l'agent qui intervient est l'adjoint Talmage, qui s'entraîne avec qu'un 3 matins par semaine et qui prend ses rapports d'incident au sérieux. Il note que Céleste était sur son téléphone au moment de la collision. Il note la marque et le modèle du téléphone. Il note l'heure, 16h17. Le journal des appels, assigné à comparaître plus tard, montrera qu'elle appelait Donovan Hollis. Le rapport d'incident rejoint le dossier. Le dossier fait maintenant 5 cm d'épaisseur. L'enregistrement arrive 4 jours plus tard. Brennan et Fern écoutent tous les deux, chacun sur son propre téléphone, chacun dans un endroit différent, tous deux avec la confirmation écrite de Pruitt que le consentement d'une seule partie rend la chose légale dans cet état. Donovan appelle Céleste à 21h23 et Céleste répond à la deuxième sonnerie. La voix de Donovan est celle d'un homme qui vient de voir une somme qu'il ne peut pas payer. Tu m'avais dit qu'il avait décroché, dit Donovan. Tu m'avais dit que le mariage était fini. Une pause. Gère ça, dit Céleste. 17 secondes. Puis Céleste met fin à l'appel. Fern le repasse sur son téléphone et nous sommes tous les deux assis dans la salle de sport à écouter ces 2 mots. Et je repense à toutes les fois où Céleste a utilisé ce ton avec moi. Pas ces mots exacts, mais ce registre, celui qui présumait que j'encaisserais tout ce qu'il y avait à encaisser. J'ai encaissé ça pendant 4 ans. L'enregistrement est versé comme pièce à conviction. Nadine est convoquée par le conseil de l'église le jeudi matin pour ce que le secrétaire du conseil décrit comme une conversation. Elle arrive dans ses habits du dimanche. Elle s'assoit en face de 3 diacres et du pasteur Aldridge pendant 40 minutes. Elle repart sans adresser la parole à personne sur le parking. Elle passe devant moi en sortant. Je suis garé de l'autre côté de la rue dans le pick-up, moteur coupé, elle me voit et elle ne s'arrête pas. J'écris l'horodatage dans le carnet. Les horloges, sur tous les fronts, tournent maintenant sur mon calendrier. Bien. La Highway 9. J'ai le planning de la tournée de Donovan grâce à la clé USB. Je connais l'aire de repos où son pick-up se gare pour sa pause de l'après-midi. Un accotement plat dans les broussailles de pin. Un endroit où la route s'élargit sur une centaine de mètres et où il n'y a rien d'autre que de l'argile rouge, des pins et le bruit de l'autoroute. J'y conduis à 14h15 un mercredi après-midi et je me gare face à la route, le moteur allumé. J'attends. À 14h34, le pick-up de Donovan apparaît. Il va vers le sud, ce qui est son itinéraire, et il est à l'heure, ce qui est son habitude. Il aperçoit mon pick-up à une centaine de mètres de distance. Je regarde ses feux stop s'allumer. Je le regarde ralentir. Je le regarde se ranger sur le bas-côté, à 50 mètres devant moi, son véhicule orienté dans la même direction que le mien. Aucun de nous ne descend. Je reste assis, les mains sur le volant et mon moteur en marche, et je regarde l'arrière de son pick-up dans les broussailles de pin, et je respire. L'odeur d'argile rouge entre par la fenêtre. L'odeur de pin, la qualité si particulière de la lumière de l'après-midi sur la Highway 9, plate, honnête et impitoyable. 40 minutes. Aucun de nous ne bouge. Puis le pick-up de Donovan se remet sur l'autoroute et file vers le sud, et je le regarde s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Il se porte pâle au travail pendant les 3 jours qui suivent. Je le sais parce que Fern a vérifié. Je rentre chez moi, je m'assois dans le pick-up, dans le garage, le moteur éteint, la porte du garage fermée, et j'ouvre le carnet. J'ai utilisé mon corps comme une arme ce soir.
J'ai utilisé la peur comme un outil. Je n'ai rien ressenti que j'appellerais du regret. C'est la partie qui vaut la peine d'être écrite. Pas ce que j'ai fait, mais ce que je n'ai pas ressenti. Mon grand-père construisait des choses. Je détruis des choses. La question est de savoir si je connais la différence. Je regarde ce que j'ai écrit. Je ne l'aurai pas. Je ferme le carnet. L'humour noir arrive sans y être invité. Et je le laisse s'installer pendant exactement une seconde. Je pense au fait que je viens de gagner un concours de regard de 40 minutes avec un homme à qui je n'ai jamais parlé, et que c'est apparemment ce à quoi mon mariage a abouti. Et quelque part dans l'absurdité de tout ça, il y a quelque chose de presque drôle. Presque. Puis, je rentre à l'intérieur. Fern a mentionné Singleton.com à la salle de sport le lendemain matin, et j'ai réalisé qu'elle était la deuxième personne à en parler, ce qui est soit une coïncidence, soit autre chose. Je l'ai essayé, dit-elle. 6 mois avant que l'histoire de Donovan n'éclate au grand jour. J'ai rempli toute l'évaluation des valeurs. Elle essuie un banc tout en parlant, méthodique, sans me regarder. Je n'ai jamais eu d'affinité avec quelqu'un que j'ai relancé. Mais l'évaluation en elle-même a changé quelque chose. Quel genre de question? Ce que vous avez traversé, ce en quoi vous croyez encore après ça. Elle s'arrête d'essuyer. On ne m'avait pas posé cette question depuis longtemps, pas même moi-même. Je reste silencieux un instant. Que as-tu répondu? Que je croyais encore que les gens pouvaient en valoir la peine. Elle reprend son chiffon. J'avais juste besoin de meilleurs critères. Je repense à ça pendant tout le reste de la matinée. Qu'un arrive à midi avec la dernière pièce du puzzle financier, et elle tombe comme le groupe sanguin est tombé, avec le poids spécifique d'une chose qui a toujours été vraie et qui devient seulement visible aujourd'hui. 8 mois, dit-il. 400 $ à la fois, sous le seuil de signalement dont elle avait dû entendre parler quelque part. Il pose les relevés bancaires sur la table. Total, 14 200 $. Transféré sur un compte à ton insu. Je regarde les relevés. 42 transactions, 8 mois, patiente, méthodique, 400 $ à la fois, prenant soin de ne rien déclencher. Elle ne te trompait pas seulement avec Donovan. Qu'un dit, elle constituait un fonds de départ. C'était une extraction planifiée, Brennan. J'ajoute les relevés au dossier. Le dossier fait maintenant plus de 6 cm d'épaisseur. Ce soir-là, je conduis jusqu'à la maison. Céleste est dans la cuisine quand j'entre et elle me regarde avec les yeux prudents qu'elle utilise depuis le parking de l'église. Les yeux qui essaient de lire tout ce que je sais et ce que je vais en faire. Je pose les relevés bancaires sur le comptoir de la cuisine. Elle les regarde. Elle ne les prend pas. 14 200 $, dis-je. 8 mois. Tu veux me dire à quoi ça servait? Elle remplit son verre de vin. Ne lève pas les yeux. Je me protégeais. De quoi? De. Elle s'arrête, puis recommence, de la possibilité que. De l'homme qui a payé cette hypothèque pendant 4 ans pendant que tu préparais ta sortie. Elle repose la bouteille de vin. Elle la reprend. Elle dit, tu ne comprends pas ce que c'était. Je comprends 42 transactions, dis-je. Je comprends 400 $ à la fois. Je comprends 8 mois de patience. Sa voix monte. Tu veux parler de patience? Tu veux parler de ce que c'est que d'être marié à quelqu'un qui est tellement enfermé en lui-même que... La tasse de café décolle du comptoir et vole vers le mur. Pas vers moi. Vers le mur, à 30 cm sur ma gauche. Elle le heurte et se brise, et les morceaux s'éparpillent sur le carrelage, et le bruit emplit la cuisine, et puis la cuisine devient très silencieuse. Je regarde les morceaux sur le sol. Je regarde Céleste. Je ramasse mes clés. J'ai réalisé quelque chose ce soir, Céleste, dis-je. Tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Je ferme la porte sans la claquer. Derrière moi, la cuisine est très silencieuse. C'est pire. Je le sais et elle le sait. Le bar de Darla. Tard. Le sol en sur, le bourbon, et Darla appuyée sur le comptoir avec les yeux d'une femme qui a déjà vécu ça. Elle pose le verre devant moi avant même que je sois complètement assis. Tu ressembles à un homme qui vient de gagner quelque chose qu'il ne voulait pas gagner, dit-elle. Ouais, c'est le seul genre de victoire qui en vaille la peine. Elle se resserre du café.
Elle dit, cette habituée dont je t'ai parlé. Greta. Celle qui a essayé Singleton.com. Et alors? Elle s'est fiancée. Le visage de Darla esquisse quelque chose qui est presque un sourire. L'homme avec qui elle a matché avait perdu sa première femme. Ils ont parlé pendant 3 heures avant même d'échanger leurs photos. Elle a dit que c'est comme ça qu'on sait que c'est réel. Quand la conversation passe avant. Je repense à la réponse de Fern. De meilleurs critères. Je pense à ces 4 années passées à tourner autour du vrai sujet et à appeler ça un mariage. Ouais, dis-je. L'avocat de Céleste appelle Pruitt le lendemain matin pour demander un accord à l'amiable. Pruitt m'appelle à la salle de sport. Elle veut discuter des conditions, dit-il. Dites-lui qu'on se verra à l'audience, dis-je. Les relevés bancaires sont toujours sur le comptoir de la cuisine quand je quitte la maison pour la dernière fois. Et je pense aux 8 mois qu'elle a passé à déplacer de l'argent par petits montants, assez petits pour ne rien déclencher. 400 $ à la fois, patiente, méthodique, prudente. Je pense à la façon dont j'ai passé ces mêmes 8 mois sans savoir qu'on me soutirait de l'argent. Puis je pense au carnet et aux 40 minutes sur la Highway 9, et à ce que j'ai écrit après. Je pense que nous construisions tous les deux quelque chose dans l'obscurité. La différence, c'est vers quoi nous construisions. L'audience est fixée à un jeudi. Pruitt dépose le dossier le lundi, ce qui laisse 3 jours pour que tout s'abatte d'un coup, et tout s'abat d'un coup parce que c'est là tout l'intérêt. La demande d'annulation, la plainte pour détournement d'affection, l'appel enregistré versé comme preuve, le rapport d'incident de la collision au feu rouge, le fil de texto de Nadine en possession d'Aldridge, le réseau de diacres et d'adjoints de Quin. Qui ont tous maintenant vu la confrontation sur le parking ou en ont entendu parler par quelqu'un qui y était, pas par accident, mais selon un calendrier bien précis. Donovan Hollis se présente au tribunal le jeudi matin sans avocat. Il est assis dans le couloir, devant la salle d'audience B, les mains entre les genoux, portant toujours la veste de son entreprise de livraison. Comme s'il avait conduit jusqu'ici directement depuis sa tournée. Comme s'il pensait peut-être pouvoir s'en sortir en discutant. Comme on s'en sort en discutant lors d'un contrôle routier. Il lève les yeux quand Fern passe devant lui, et Fern le regarde comme on regarde quelque chose que l'on a déjà pris en compte. Elle ne s'arrête pas de marcher. À l'intérieur de la salle d'audience, le sol froid en marbre transperce mes chaussures de ville comme il le fait toujours dans ce bâtiment. Ce genre de froid qui ne se réchauffe pas, peu importe le temps qu'on passe debout dessus. J'étais venu dans ce bâtiment 2 fois auparavant, une fois pour la succession de mon grand-père, et une fois pour l'enregistrement du fonds de placement immobilier. Et le froid est le même à chaque fois, impartial et absolu. Pruitt est à côté de moi. Fern est dans le public. Quin est dans la dernière rangée, les bras croisés, avec son thermos et la satisfaction particulière d'un homme qui a attendu un matin précis pendant très longtemps. Céleste entre avec son avocat, un homme nommé Croft, qui porte un beau costume et a l'air de quelqu'un qui a lu le dossier et qui sait que le terrain est glissant. Céleste porte la robe jaune. Pas celle du dîner chez Nadine, une autre robe jaune, de la même couleur. Et je me demande si c'est délibéré ou si elle cherche juste du jaune quand elle a besoin d'une armure. Elle ne me regarde pas quand elle s'assoit. Son avocat se penche et lui dit quelque chose. Elle acquiesce sans expression. Le juge Ferry entre. 62 ans. Diacre à la première église baptiste. Un homme qui a lu le fil de texto parce qu'Aldridge l'a appelé le dimanche soir après que j'ai quitté le parking. Je le sais parce que Quin le sait. Le visage du juge ne laisse rien paraître, ce qui est le visage d'un homme qui a déjà pris sa décision et qui permet simplement à la procédure de la confirmer. Pruitt présente la demande d'annulation. Il est méthodique et ne se presse pas, ce qui est son registre naturel. Et il parcourt les preuves de la même façon qu'on se promène dans un bâtiment qu'on a soi-même conçu. Chaque pièce exactement là où on l'a placée. Chaque porte s'ouvrant comme elle le devrait. Le groupe sanguin, la chronologie gestationnelle, les reçus d'hôtel, 41, sur 14 mois. Croft fait objection 2 fois. Ferry rejette les 2 objections sans lever les yeux des documents. L'appel enregistré est diffusé. 17 secondes. La voix de Céleste remplit la salle d'audience. Gère ça. Le stylo de Céleste s'arrête de bouger sur son bloc-notes jaune. La plainte pour détournement d'affection vient ensuite. 800 000 $. Le nom de Donovan. Le planning de livraison. Les photos de surveillance du dossier de Fern.
Désormais des pièces à conviction dans un dossier judiciaire. Le pick-up de Donovan devant les propriétés de Céleste, 2 fois par semaine pendant 3 mois. Dans le couloir, à travers la porte de la salle d'audience, je n'entends rien. Donovan est là-bas, les mains entre les genoux et sa veste de livreur sur le dos, et les chiffres pèsent sur lui comme le froid du sol en marbre pèse sur des chaussures de ville. Croft demande un renvoi. Ferry le refuse. Croft demande à s'approcher à la barre. Ferry l'autorise. Il parle pendant 4 minutes. Quand Croft retourne à sa table, il s'assoit, écrit quelque chose sur son bloc-notes et le fait glisser jusqu'à Céleste. Elle le lit. Elle regarde la table. Elle prend son stylo et écrit quelque chose en retour. Croft se lève. Votre honneur, ma cliente aimerait discuter des conditions d'un accord à l'amiable. Pruitt ne bouge pas. Il dit, le plaignant souhaite aller jusqu'au jugement. Ferry regarde les 2 avocats. Il regarde les documents devant lui. Il dit, au vu des preuves présentées, je suis enclin à donner raison à l'avocat du plaignant. Nous allons poursuivre. L'annulation est accordée pour vice de consentement. Le mariage n'a légalement jamais existé. Le fonds de placement, les 3 propriétés commerciales, les 2,3 millions de dollars d'actifs détenus au nom de Brennan Dahl Garrison n'ont jamais été des biens conjugaux, car légalement, Céleste Garrison n'a jamais été Céleste Garrison. Elle est Céleste Beaumont. Elle a été Céleste Beaumont depuis le début. La plainte pour détournement d'affection est enregistrée comme une affaire distincte dans l'attente de la réponse de Donovan. Il a 30 jours pour répondre. Il n'a pas d'avocat. J'observe le visage de Céleste lorsque l'annulation est prononcée. Elle ne pleure pas. Elle fait quelque chose de plus spécifique que de pleurer. Elle devient totalement immobile. Comme un bâtiment devient immobile l'instant d'avant une défaillance structurelle. Cette qualité de retenue particulière d'une chose qui n'est pas encore tombée, mais qui a décidé de le faire. Croft est déjà en train de ranger sa mallette. Nadine est dans le public, 3 rangées derrière Fern, et je ne l'ai pas vue entrer. Elle porte ses habits du dimanche. Elle tient son sac à main à 2 mains sur ses genoux, et elle regarde l'arrière de la tête de Céleste, et son visage exprime quelque chose pour lequel je n'ai pas de mots. Pas de la culpabilité exactement, ni du chagrin exactement. Quelque chose qui est à l'intersection des deux, et qui cache également en dessous une forme de reconnaissance. Elle me surprend en train de la regarder. Elle détourne le regard en premier. Après l'audience, dans le couloir du tribunal, Donovan est toujours sur le banc. Il lève les yeux quand je sors, il me regarde directement pour la première fois, et son visage est celui d'un homme qui vient de comprendre tout le poids d'un chiffre. Il ouvre la bouche. Ne dis rien, dis-je. Il la referme. Fern sort derrière moi. Elle passe devant Donovan sans s'arrêter. Dans le hall du tribunal, elle pousse la lourde porte et nous sortons sur les marches du palais de justice, et la lumière de l'après-midi nous frappe tous les deux, plate et honnête. La même lumière qui passe à travers les persiennes en bande parallèle sur des draps blancs. Alors, dit Fern. Alors, dis-je. Elle reste là un moment avec son dossier sous le bras. Par habitude, elle le porte depuis des semaines. Elle regarde le parking, la route d'argile rouge au-delà, et les pins à l'horizon. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, demande-t-elle. La même chose que je faisais jusqu'ici, dis-je. Construire quelque chose. Elle me regarde. Pas le regard qui vérifie l'intégrité structurelle. Un regard différent. Celui qui n'a besoin de rien tester parce qu'il sait déjà ce qu'il regarde. De meilleurs critères, dit-elle. De meilleurs critères, dis-je. Qu'un sort derrière nous et se tient sur les marches avec son thermos, les bras croisés et son sourire. Le sourire d'un homme qui a attendu ce matin bien précis pendant très longtemps. Il ne dit rien pendant un moment, ce qui est inhabituel pour qu'un. Puis il dit. Ton grand-père aurait aimé la façon dont ça s'est passé. Je pense au tiroir verrouillé, au dossier en papier manille, à la clé de la Ford du grand-père qui n'ouvre plus rien. La façon dont les choses sérieuses se construisent discrètement, sans les annoncer, dans l'obscurité, au fil du temps, jusqu'à ce que le chiffre soit trop gros pour être ignoré. Ouais, dis-je. Il aurait aimé. Le pick-up est sur le parking du tribunal, 3e rangée. La même place où je m'étais garé pour l'audience de succession de mon grand-père et pour l'enregistrement du fonds de placement. J'y marche seul. Le marbre froid est derrière moi maintenant.
Ce froid impartial qui ne se réchauffe pas. Et l'après-midi est chaud, et les broussailles de pin le long de la route font ce que font les broussailles de pin dans ce comté à cette saison, sentir comme quelque chose qui était là avant tout ça, et qui sera encore là après. Je monte dans le pick-up. Je pose le dossier sur le siège passager. Plus de 6 cm d'épaisseur. Le papier plastifié du labo par-dessus, froid, lisse et définitif. Je pose les 2 mains sur le volant. Je ne tremble pas. Je sors du parking du tribunal, je m'engage sur la route d'argile rouge, et je conduis vers le sud sur la Highway 9, dépassant l'aire de repos dans les broussailles de pin où je me suis assis pendant 40 minutes avec le moteur allumé. Dépassant l'accotement plat où le pick-up de Donovan s'était arrêté pour ensuite repartir. La fenêtre est baissée, et l'odeur de pin et l'odeur d'argile rouge entrent ensemble, comme elles le font toujours sur cette route. L'odeur de ce comté. L'odeur d'un endroit qui appartenait à mon grand-père avant d'être le mien. Le dossier est sur le siège. Le carnet est dans la boîte à gants. Le fond est dans un coffre ignifugé dans l'arrière-salle de l'Iron Gospel Fitness. Exactement là où il a toujours été. Exactement là où Céleste n'a jamais su qu'il fallait regarder. Je conduis. La route s'ouvre après l'aire de repos, s'élargit, les pins s'éclaircissent et le ciel apparaît. Et je repense à la réponse de Fern lors de l'évaluation sur singleton.com. Ce en quoi elle croyait encore après tout ce qu'elle avait traversé, que les gens pouvaient en valoir la peine, avec de meilleurs critères. Je pense à l'idée que la conversation vient en premier. 3 heures avant même d'échanger des photos, savoir ce en quoi quelqu'un croit avant de savoir à quoi il ressemble. Je pense à 4 années passées à tourner autour du vrai sujet. Je pense à ce que j'ai écrit dans mon carnet. Mon grand-père construisait des choses. Je détruis des choses. La question est de savoir si je connais la différence. Et je pense que oui, je connais la différence. La destruction était nécessaire. Mais la destruction n'est pas une fin en soi. L'autoroute file tout droit devant moi dans la lumière de l'après-midi, la même lumière que d'habitude sur la Highway 9, plate, honnête et sans commentaire. Et je fonce dedans, les 2 mains sur le volant, la fenêtre baissée et le dossier sur le siège. Et quelque part derrière moi, sur le parking du tribunal, Céleste Beaumont marche vers sa voiture. Et quelque part dans le couloir, Donovan Hollis regarde un chiffre qu'il ne peut pas payer. Et quelque part dans le public, Nadine tient son sac à main à 2 mains et regarde dans le vide. Et je conduis vers le sud sur la Highway 9, avec l'odeur des pins entrant par la fenêtre, les dossiers sur le siège, la route grande ouverte, et je pense déjà à ce qui vient ensuite. Pas à la destruction.